Commençons par un fait simple, vérifiable, incontestable. En 1885, le Home Insurance Building surgit de 10 étages au-dessus des rues de Chicago. 10 étages d'acier, de verre et d'ambition structurelle. Nous l'appelons le premier gratte-ciel. Nous lui attribuons une date de naissance, un père, William le baron Jenney, une histoire nette, bien ficelée. On l'enseigne dans les écoles d'architecture, on l'imprime dans les manuels, et on passe à autre chose. Mais voilà ce qu'on ne se demande jamais. Voilà la question que personne ne semble pressé d'élucider. Comment ont-ils réellement fait? Pas la théorie, pas les plans, pas les annonces triomphantes dans les journaux, mais le comment, la logistique, les chaînes d'approvisionnement, la science des matériaux, l'arithmétique de la main-d'œuvre, la coordination d'une armée de travailleurs à une époque de charrettes à chevaux, de mortiers mélangés à la main et, dans bien des endroits, sans électricité fiable. Comment des hommes armés d'outils que nous considérerions aujourd'hui comme rudimentaires, et je le dis sans métaphore, comment ont-ils réussi à extraire, transporter, fraiser, fabriquer, hisser, aligner et fixer définitivement des millions de kilos de pierres taillées et d'acier de structure, avec des tolérances qui satisferaient un ingénieur moderne? Comment? Ce n'est pas une question rhétorique, je la pose pour de bon. Comment? J'ai consacré un temps considérable à étudier les archives photographiques des premières constructions de gratte-ciel. Et je veux être précis sur ce que j'entends quand je dis que ces archives sont incomplètes. Ce n'est pas qu'elles sont maigres. Maigres, ce serait compréhensible. La photographie était jeune, les pellicules coûtaient cher, la documentation était aléatoire. Du maigre, je peux l'accepter. Ce que je ne peux pas accepter, c'est la nature spécifique et singulière de ce qui manque. Nous avons des photographies de bâtiments achevés, des milliers, des images superbes, détaillées, d'une haute résolution pour l'époque, façades, hall d'entrée, ferronnerie ornementale d'une complexité à couper le souffle. Nous avons des portraits des architectes, des financiers, des politiciens qui assistaient aux inaugurations. Nous avons la presse, les discours, les cérémonies. Ce que nous n'avons pas en quantité ni en détail proportionnel à l'ampleur de ces chantiers, c'est une documentation exhaustive du processus de construction lui-même. Plus on creuse, plus le contraste devient troublant. On nous a appris à lire tout cela comme du progrès, la grande marche héroïque de la civilisation industrielle se hissant à la force du poignet. Et peut-être que c'était ça, mais le progrès laisse habituellement des traces. Il y a normalement un avant et un après, reliés par un long et chaotique entre-deux, documenté, semé d'échecs. On voit cet entre-deux pour l'aviation, des planeurs de Cayley dans les années 1840 jusqu'à 1000 catastrophes expérimentales avant Kitty Hawk. On le voit pour la vapeur, les pompes grossières de Newcomen, puis les perfectionnements de Watt, puis les longues décennies ingrates d'amélioration progressive. Pour les bâtiments, on ne le voit pas vraiment. Où sont les immeubles de 10 étages qui ont tâtonné? Où sont les immeubles de 12 étages qui se sont partiellement effondrés, qui ont nécessité des travaux de renforcement d'urgence, qui témoigneraient d'une courbe d'apprentissage normale, d'un cheminement par essai et erreur? Le schéma se répète avec une précision déstabilisante. Des bâtiments magnifiques apparaissent, pleinement formés, avec une assurance et une rigueur qui semblent précéder toute documentation sur la façon dont ils ont été réalisés. Allons à New York, 1902, le Flatiron Building, 22 étages, un squelette d'acier habillé de calcaire et de terre cuite, s'effilant jusqu'à une pointe d'une délicatesse impossible à l'angle de Broadway et de la 5e avenue. Levez les yeux vers lui. Ce que vous ressentez n'est pas seulement de l'admiration, c'est un léger vertige, parce qu'une partie de vous, celle qui comprend le poids, la gravité, les limites de l'effort humain, cette partie dit « ça ne devrait pas être là ». Maintenant, suivez-moi sur un autre continent, Melbourne, Australie, 1888. Le Rialto Building, 8 étages, une dentelle de pierre néogothique qui ne détonnerait pas sur une cathédrale médiévale européenne, sauf qu'il a été construit dans une ville qui n'était une colonie européenne que depuis à peine 50 ans. 50 ans, pesez ce que ça signifie.
Les pionniers qui avaient fondé les premières structures permanentes de Melbourne étaient encore en vie. Et voilà ce qu'on construisait. São Paulo, Brésil, fin du XIXe siècle. Des bâtiments néoclassiques ornementés aux fioritures européennes qui surgissent dans une ville qui, selon tous les témoignages coloniaux, était encore en train de poser les bases de son infrastructure. Le Caire, Buenos Aires, Shanghai, Bombay. Le schéma se répète avec une constance troublante, pas en un seul endroit, pas en deux, mais sur toute la planète, simultanément, dans des villes aux ressources, aux réservoirs de main-d'œuvre, au climat et au niveau d'industrialisation radicalement différents, toutes produisant, dans à peu près la même fenêtre historique étroite, des bâtiments d'une échelle et d'une complexité ornementale extraordinaires. Et c'est là que le problème de coordination devient impossible à ignorer. Je veux m'arrêter un moment sur la question de la main-d'œuvre, parce que c'est là que l'explication officielle commence à se lézarder. Le Biltmore Estate à Asheville, Caroline du Nord, construction débutée en 1889. La maison principale occupe à elle seule près de 17 000 mètres carrés, 35 chambres, 43 salles de bain, une salle de banquet dont les poutres en chêne s'élèvent à plus de 20 mètres. La pierre utilisée du calcaire de l'Indiana a été extraite dans un autre état, transportée par rail sur une voie ferrée spécialement construite pour ce chantier, puis sculptée par des artisans en des milliers d'éléments décoratifs individuels, tous uniques, tous réclamant des mains expertes et un œil précis. Tout ça en 6 ans, sans outillage électrique, sans grue au sens moderne du terme, sans conception assistée par ordinateur, sans niveau laser, sans unité de préfabrication. Les récits de l'époque font état d'une main-d'œuvre d'environ 1000 hommes au plus fort du chantier. 1000 hommes. Pour un bâtiment dont les travaux de taille ornementale, mis bout à bout, s'étendraient sur des kilomètres. Je ne dis pas que c'est impossible. Je vous demande de vous asseoir avec ces chiffres et de sentir ce qu'ils provoquent. Parce que ce qu'ils provoquent en moi, c'est une question sans réponse. D'où venait l'expertise? Un tailleur de pierre capable de produire un travail de cette qualité met des années, parfois une décennie, à maîtriser son art. On ne peut pas en convoquer 1000 à la demande pour un seul chantier en pleine campagne de Caroline du Nord et les disperser ensuite une fois le travail fini. L'expertise se propage à travers des lignées, des écoles, des guildes, des apprentissages. Elle nécessite l'infrastructure d'une tradition. Quelle était cette tradition? Où est sa trace écrite? Si vous avez passé du temps dans les cercles de l'histoire alternative, et si vous lisez ceci, il y a fort à parier que oui, vous avez rencontré ce nom. Tartaria, ou Tartarie. Un territoire immense, figurant sur des cartes jusqu'au début du XIXe siècle, s'étendant de l'Europe orientale jusqu'au Pacifique, étiqueté simplement Grande Tartarie, Tartarie chinoise ou Tartarie indépendante, sur des cartes officielles, produites par des cartographes officiels, publiées par des gouvernements officiels. Puis, progressivement, pas d'un coup mais de façon continue, le nom disparaît de la cartographie. Le territoire se subdivise, se renomme, s'absorbe. Au milieu du XIXe siècle, il a largement cessé d'apparaître comme une entité politique distincte. Je tiens à être prudent ici. Je ne vous dis pas que la Tartarie était un empire secret qui a construit votre bureau de poste de quartier. Ce serait la version facile, confortable et sensationnelle de cette histoire. Et je ne crois pas que la vérité, quelle qu'elle soit aussi simple que ça. Ce que je pose comme question, c'est ceci. Est-il possible que la mémoire historique de ce qui existait dans ce territoire ait été plus complètement effacée qu'on ne nous l'a laissé croire? Est-il possible que des traditions architecturales, des savoirs d'ingénierie, des sciences des matériaux développés dans cette région vaste et mal documentée, aient voyagé par le commerce, par les déplacements de population, par la circulation des hommes, jusque dans les grands chantiers du XIXe siècle? Est-il possible que ce qu'on observe à Chicago en 1885, à Melbourne en 1888, à São Paulo en 1891,
ne soit pas la naissance de quelque chose, mais l'ultime floraison de quelque chose de bien plus ancien? Une fois qu'on a vu ça, impossible de faire comme si on ne l'avait pas vu. La question n'est pas si, la question est dans quelle mesure? Voilà ce à quoi je reviens sans cesse. L'ornement. Si vous construisiez une structure nouvelle à l'aide de méthodes véritablement nouvelles, développées au fil de l'eau, assemblées par une main-d'œuvre fraîchement formée opérant aux limites de la capacité technologique, si tout cela était vrai, on s'attendrait à des bâtiments fonctionnels. Peut-être même bruts. L'ornement viendrait plus tard, une fois les problèmes d'ingénierie résolus, une fois qu'il y aurait de la capacité en surplus, une fois que le dur travail du comment serait derrière vous. Mais ce n'est pas ce qu'on observe. Ce qu'on observe, dès le début, ce sont des bâtiments ornementés au maximum, des gargouilles et des grotesques, des moulures d'œuvres à chaque corniche, des soubassements en bossage, des colonnes en granit poli, des panneaux en terre cuite représentant des feuillages, des visages, des scènes mythologiques, et ces éléments ne sont pas ajoutés après coup, ne sont pas plaqués comme des enjoliveurs décoratifs. Ils sont intégrés à la structure. Ils sont, dans bien des cas, structurels, ce qui signifie que quiconque a conçu ces bâtiments, quiconque a formé ceux qui les ont construits, savait déjà, avant qu'on pose la première pierre, exactement jusqu'où la complexité pouvait aller et jusqu'où l'ornement devait se déployer. Ce n'est pas le comportement d'une civilisation qui tâtonne, c'est le comportement d'une civilisation qui a déjà trouvé. Plus je m'enfonçais dans les archives photographiques, plus ce sentiment s'accumulait. Le Rookery Building à Chicago, 1888, sa cour lumineuse, remaniée par Frank Lloyd Wright, mais conçue à l'origine par Burnham et Root, présente une ferronnerie d'une telle complexité que des métallurgistes d'aujourd'hui ne savent pas très bien comment certains assemblages ont été réalisés à cette échelle. La bibliothèque du Congrès, achevée en 1897, 160 000 pièces d'art, de mosaïques et de sculptures intégrées dans un bâtiment construit en 11 ans par des méthodes qui, selon les documents officiels, étaient inventées au fur et à mesure. Cette dernière formule, inventée au fur et à mesure, combien de fois cette explication vous satisfait-elle avant que vous commenciez à vous demander ce qu'elle dissimule au juste? Toute technologie a son adolescence maladroite. Les voitures étaient ridicules avant d'être élégantes. Les avions étaient des cercueils fragiles avant de devenir des instruments de transport fiables. Les premières photographies étaient floues, les premiers phonographes grésillants, les premiers ordinateurs occupaient des pièces entières et tombaient sans cesse en panne. Où est l'adolescence maladroite des grands chantiers du XIXe siècle? Où sont les gratte-ciels de transition? Ceux aux façades mal alignées, aux calculs de charges ratés, aux programmes décoratifs commencés trop ambitieusement et simplifiés en cours de route. Où sont les bâtiments qui témoignent d'une civilisation en train d'apprendre à faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant? Ils n'existent pas. Ou s'ils existent, ils sont si rares qu'ils constituent une anomalie statistique. Ce qui existe à la place, c'est une tradition quasiment aboutie, surgissant brusquement, déployée à travers le monde entier, exécutée avec une assurance et une cohérence qui supposent une connaissance institutionnelle profonde, et puis, tout aussi brusquement, en déclin. Au début du XXe siècle, la tradition ornementale s'effondre. Le style beaux-arts cède la place au style international. Les sculptures disparaissent. Les moulures s'évaporent. Les grotesques sont décrochés. Et l'explication officielle pour ce pourquoi est que le modernisme était simplement meilleur, simplement plus rationnel, simplement plus honnête sur ce que l'architecture pouvait être. Mais est-ce là toute l'histoire? Ou est-il également vrai qu'au début du XXe siècle, quel que soit le réservoir de savoir qui alimentait les grands chantiers, il était en train de se tarir? Que les artisans qui savaient tailler ces moulures, fabriquer cette ferronnerie, poser cette maçonnerie, vieillissaient, mouraient et n'étaient même pas remplacés parce que la tradition qui les avait produits avait été tranchée à la racine? Le silence sur cette question est assourdissant.
Voici un schéma que je veux que vous remarquiez. Pour presque chaque grand bâtiment construit à la fin du XIXe siècle, les archives documentaires sont incomplètes de façon spécifique et intéressante. Les photographies de chantier commencent souvent en plein milieu du projet. On a des images d'une façade à moitié construite, mais rien depuis les fondations. Les témoignages d'ouvriers sont rares. Les sous-traitants spécialisés qui ont exécuté le travail ornemental apparaissent souvent dans les grands livres de comptabilité, mais disparaissent ensuite de toute trace historique. Pas d'atelier documenté, pas de registre d'apprentissage, pas de guilde professionnelle dont les archives aient survécu intactes. Je tiens à être précis sur ce que j'avance. Je ne dis pas que ces archives ont été détruites. Je me demande si elles ont jamais pleinement existé sous les formes qu'on serait en droit d'attendre. Parce qu'il y a une différence entre des archives perdues et des archives qui n'ont jamais été créées, ou qui ont été créées au sein d'une tradition qui n'organisait pas le savoir à la manière des systèmes bureaucratiques occidentaux. Et si une partie de la main-d'œuvre qui a construit ces bâtiments était issue d'une tradition où le savoir se transmettait oralement, pratiquement, non pas par des cahiers des charges écrits, mais par un métier incarné porté dans les mains, les yeux et la mémoire musculaire? Et si cette main-d'œuvre s'était dispersée, réduite, ou simplement était arrivée au bout d'une lignée sans personne pour la porter plus loin? À quoi cela ressemblerait-il dans les archives? Ça ressemblerait exactement à ce qu'on a. Des fragments, des registres incomplets, des photographies qui commencent au milieu, des noms sans biographie, des savoir-faire sans école. L'explication officielle n'est pas fausse à proprement parler. Elle est juste trop mince. Et plus elle est mince, plus elle invite à se demander ce qui pourrait se trouver en dessous. Revenons au problème de coordination, parce que je ne crois pas qu'on s'y soit assez attardé. Dans les années 1880 et 1890, il n'y a pas d'Internet. Pas de communication mondiale rapide. Le télégraphe existe, mais il transmet des mots, pas des plans. Le courrier international est lent, peu fiable, souvent perdu. Et pourtant, sur 6 continents, dans des villes sans contact direct significatif les unes avec les autres, des bâtiments s'élèvent qui partagent non seulement un vocabulaire stylistique général, mais des détails ornementaux spécifiques, les mêmes systèmes de proportion, les mêmes séquences constructives, la même intégration de la structure et de la décoration, d'une façon qui suppose l'accès à une source commune. Ce qui soulève une question simple mais cruciale. Quelle était cette source commune? La réponse officielle, ce sont les écoles d'architecture, l'école des beaux-arts, à Paris principalement, qui formaient des architectes du monde entier, lesquels rentraient chez eux déployer ce qu'ils avaient appris. Et oui, ça explique une partie des choses. Les principes de composition formelle, le vocabulaire classique, la préférence pour la symétrie et la hiérarchie. Mais ça n'explique pas le métier. Parce que les architectes conçoivent le bâtiment. Mais ils ne taillent pas la pierre. Ils ne fabriquent pas le fer. Ils ne sculptent pas les chapiteaux. Pour ça, il faut des artisans. Et les artisans ne se forment pas dans les écoles d'architecture. Ils se forment dans des ateliers, des guildes, des apprentissages qui s'étendent sur des décennies. Et ces réseaux, pour les traditions artisanales ornementales de la fin du XIXe siècle, sont d'une pauvreté documentaire spectaculaire, partout à la fois. Pas à Paris, pas à Chicago, pas à Melbourne, pas à Buenos Aires, partout simultanément la trace de l'origine de ces gens et de la façon dont ils savaient ce qu'ils savaient est mince, fragmentaire et bizarrement cohérente dans sa minceur. Le schéma se répète avec une précision déstabilisante. Je veux maintenant poser une question d'une nature différente, pas sur les bâtiments eux-mêmes, mais sur le processus d'oubli. L'amnésie collective, quand elle se produit, est rarement totale. En général, il y a des résistants, des institutions qui se souviennent, des communautés qui préservent, des individus qui consignent par écrit ce qui n'aurait pas dû l'être. Et parfois, ces résistants laissent des traces, dans le folklore, dans les traditions de construction régionale, dans la persistance de certaines techniques dans des communautés isolées, longtemps après que ces techniques auraient soi-disant été oubliées ailleurs.
Ce qu'on trouve en cherchant ces traces, c'est qu'elles existent. Dans des poches dispersées d'Asie centrale, dans des communautés le long des anciens corridors de la route de la soie, dans des régions montagneuses isolées d'Europe orientale et du Caucase, se trouvent des traditions de maçonnerie et de décoration dont la relation avec les grands programmes architecturaux de l'Occident du XIXe siècle est, je choisis ce mot avec soin, inexpliquée. Pas réfutée, pas impossible, juste inexpliquée. Est-ce un lien? Je ne sais pas. Est-ce une coïncidence? Peut-être. Mais une fois qu'on commence à les voir, les coïncidences se mettent à s'agglomérer d'une façon qui met mal à l'aise. Et l'explication officielle qui exige en substance qu'on croit que les mêmes styles, les mêmes techniques, les mêmes solutions formelles ont émergé indépendamment dans une douzaine d'endroits différents dans la même fenêtre historique étroite, cette explication commence à ressembler moins à de la science et plus à une histoire dont quelqu'un a décidé qu'on avait besoin. Les faits suggèrent quelque chose de bien plus grand que ce qu'on nous a dit. Je n'ai pas de conclusion propre à vous offrir, je veux être honnête là-dessus. Ce que j'ai, c'est un schéma de capacité apparaissant plus vite qu'elle ne le devrait, d'archives absentes là où elles devraient abonder, de coordination s'opérant là où elle aurait dû être impossible, d'une tradition qui fleurit puis s'effondre en l'espace d'un seul siècle, sans explication satisfaisante ni pour son essor ni pour sa chute. Ce que j'ai, c'est la question de la Tartarie, non pas comme un simple empire avec une capitale et un drapeau, mais comme un espace réservé à quelque chose qu'on n'a pas encore nommé correctement. Un dépôt de savoir, peut-être. Un réseau de traditions artisanales. Une civilisation ou une confluence de civilisations dont le rapport au monde bâti du XIXe siècle a été, au minimum, insuffisamment étudié et au maximum, eh bien, au maximum, je ne sais pas. Et je crois que c'est honnête. Ce à quoi je reviens toujours, en fin de compte, ce sont les bâtiments eux-mêmes, ceux devant lesquels vous passez chaque jour dans n'importe quelle ville dotant d'un noyau du XIXe siècle. Ceux dont vous avez cessé de voir les façades parce que la familiarité les a rendus invisibles. Regardez-les à nouveau. Regardez ce qu'il faudrait pour les construire. Regardez ce qu'il faudrait pour savoir comment les construire. Et demandez-vous ensuite, est-ce que l'histoire qu'on nous a donnée, la grande marche héroïque du progrès industriel, les artisans autodidactes, les techniques fraîchement inventées, est-ce que cette histoire rend vraiment compte de ce que vous avez sous les yeux, ou se contente-t-elle de le décrire comme on peut décrire un tour de magie sans en expliquer le mécanisme? Parce qu'il y a une différence entre la description et l'explication, entre la version officielle et la vérité entière, entre ce qu'on nous dit qu'il s'est passé et ce que les faits silencieux, survivants, toujours debout, ce que ces faits, imperméables à la révision, obstinément, magnifiquement présents dans leurs pierres, leur fer et leur terre cuite, montrent réellement. Ils ont construit des choses que nous peinons à expliquer. Ils savaient des choses que nous ne pouvons pas retracer. Et puis, d'une façon ou d'une autre, ce savoir a disparu. Pas transmis. Pas fait évoluer, pas supplanté. Disparu. Et personne, ni les historiens, ni les archivistes, ni les spécialistes d'architecture dans leurs universités bien dotées, personne ne semble particulièrement troublé par ça. Peut-être que tout le monde devrait l'être.